Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, bienvenue à nos amis belges de l'hôpital d'Erasme. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui un expert en matière d'hypertension pulmonaire, reconnu mondialement, le professeur Jean-Luc Vachéry, qui est donc directeur du Centre d'hypertension pulmonaire et d'insuffisance cardiaque à l'hôpital Erasme, mais aussi un expert qui participe aux recommandations européennes et mondialement reconnues. Donc, chers amis, il faut profiter aujourd'hui de la présence de notre ami pour poser surtout des questions à la fin et essayer de discuter. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, chers amis, chers collègues, et bienvenue encore une fois. Bien, merci beaucoup pour cette très, très gentille introduction. Je suis vraiment très, très honoré aussi de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir discuter avec vous de ce sujet qui me tient effectivement à cœur. Je suis assez, voire très impressionné du nombre de participants, pas seulement du côté belge, mais surtout de votre côté, ce qui montre l'importance et l'intérêt à la fois de l'échocardiographie et de la prise en charge et de la compréhension de l'hypertension pulmonaire. Et donc, dans les 3/4 d'heure, 40 minutes qui viennent, je vais vous promener un petit peu à travers l'importance de l'échocardiographie dans l'évaluation de l'hypertension pulmonaire. Quelques diapos très générales qui sont, je pense, importantes avant de commencer. La définition de l'hypertension pulmonaire. Vous voyez ici un tracé de pression, puisqu'en effet, l'hypertension pulmonaire, c'est une situation hémodynamique et pathophysiologique qui est définie par une élévation de la pression moyenne dans l'artère pulmonaire supérieure ou égale à 25 mm de mercure au repos, qui nécessite une détermination par le cathétérisme cardiaque droit, que l'on peut retrouver dans plusieurs situations cliniques différentes. Et je vais vous montrer les deux classifications que nous avons sur les deux diapos qui suivent, et qu'il ne faut pas confondre avec l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie rare. Alors, la définition hémodynamique de l'hypertension pulmonaire, telle que définie par les recommandations internationales, c'est la PAP moyenne supérieure ou égale à 25 mm de mercure, mais vous avez peut-être déjà entendu et lu que cette définition va être révisée. Il va y avoir une nouvelle définition de l'hypertension pulmonaire dont les nouvelles valeurs seront une réduction de la PAP moyenne à 20 mm de mercure et une résistance vasculaire pulmonaire au minimum supérieur ou égal à 3 unités Wood. C'est ce qui avait été proposé après le dernier Sympo mondial de l'hypertension pulmonaire. La raison pour laquelle je ne vous l'ai pas mis sur une diapo est que cette définition n'est pas encore validée par les recommandations. Et je pense que c'est important de rester sur les recommandations telles qu'elles ont été publiées en 2015-2016, puisque ce sont celles qui font figure de valeur légale et universellement appréciée. Ceci dit, ça ne va pas changer grand-chose à la question du jour, qui est de savoir quelle est l'importance de l'échocardiographie dans la prise en charge de cette maladie. On a effectivement une première caractérisation qui est présentée ici, qui est la caractérisation hémodynamique et la définition de l'hypertension pulmonaire. Il y a en réalité deux présentations hémodynamiques différentes, la forme précapillaire et la forme postcapillaire. La seule différence entre les deux, ou la différence la plus importante entre les deux, c'est la mesure d'une pression d'occlusion de l'artère pulmonaire inférieure ou égale à 15 mm de mercure pour la forme précapillaire et supérieure strictement à 15 mm de mercure pour la forme dite postcapillaire. La forme postcapillaire a ceci d'important que c'est finalement la caractéristique et la signature de toutes les hypertensions pulmonaires liées aux maladies cardiaques gauches. C'est finalement ce qu'il faut retenir dans cette classification et cette manifestation hémodynamique. On a une subdivision, avant d'aller plus loin, on a une subdivision entre deux formes postcapillaires, une forme isolée quand la différence entre la pression diastolique et cette mesure de pression d'occlusion est inférieure à 7 mm de mercure et où des résistances vasculaires pulmonaires, donc PAP moyenne moins PAPO divisé par le débit cardiaque, inférieur ou égal à 3 unités Wood, et on considère qu'il y a une composante précapillaire lorsque soit le gradient est supérieur ou égal à 7, soit la résistance est supérieure à 3 unités Wood. Ce qui arrivera dans les prochaines recommandations et ce qui a été proposé après le symposium mondial est de se
fixé uniquement sur la mesure de la résistance vasculaire pulmonaire supérieure ou inférieure à 3 unités Wood pour faire la distinction entre la forme post-capillaire isolée de la forme combinée post- et pré-capillaire. Vous verrez que cette distinction est importante et qu'on peut l'approcher par échocardiographie en pratique cardiologique clinique sans aucun problème. Mais donc, deux phénotypes, précapillaire, papo inférieur à 15, post-capillaire, papo supérieur à 15. La classification clinique, ça c'est l'autre manière de voir les choses. On peut retrouver de l'hypertension pulmonaire dans 37 causes différentes, dont 15 seulement dans le groupe 1, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on distingue 5 groupes qui sont qui correspondent à la fois à des groupes qui ont les mêmes caractéristiques hémodynamiques, mais aussi des caractéristiques cliniques qui sont relativement semblables. Le groupe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, forme idiopathique, héréditaire, associée aux drogotoxines ou associée aux connectivites. On pense à la sclérose systémique, à l'infection par le VIH, à l'hypertension portale, aux cardiopathies congénitales que vous allez beaucoup voir en Algérie, ou peut-être un petit peu plus que les autres formes, et la schistosomiase ou la bilharziose, qui est une forme plutôt rare. Il y a toute une série de causes que vous voyez ici, que sont les maladies véno-occlusives ou l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Tout ceci correspond au groupe 1, qui n'est de loin pas le plus fréquent, et vous allez voir la fréquence de ces formes d'hypertension pulmonaire. La raison pour laquelle on a mis ce groupe 1 plus en exergue est que nous avons des traitements qui sont des traitements vraiment spécifiques pour cette forme de maladie vasculaire pulmonaire ou d'hypertension pulmonaire. Vous avez deux groupes ensuite qui sont les plus fréquents. Le groupe 2, l'hypertension pulmonaire liée aux maladies cardiaques, et le groupe 3, l'hypertension pulmonaire liée aux maladies respiratoires associées ou non à de l'hypoxie. Comme cardiologue, on va surtout voir ces formes liées aux maladies cardiaques gauches. C'est l'hypertension pulmonaire liée aux insuffisances cardiaques à fraction d'éjection altérée, à fraction d'éjection préservée, les maladies valvulaires. Vous allez voir beaucoup de maladies valvulaires, probablement en Algérie. Vous allez voir des cardiopathies congénitales, évidemment acquises, avec des cardiopathies congénitales qui sont plus branchées sur les pathologies veineuses pulmonaires. Je mets un petit mot sur les sténoses des veines pulmonaires. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus fréquemment comme cause d'hypertension pulmonaire chez des patients qui ont des arythmies par fibrillation auriculaire et qui ont eu des procédures d'ablation et principalement d'isolation des veines pulmonaires qui peuvent donner lieu à des sténoses anatomiques et des hypertensions pulmonaires de groupe 2. Le groupe 3, on va retrouver toutes les causes de pathologies respiratoires. En numéro 1, on retrouvera la bronchite chronique. En 2, les pathologies interstitielles. Et puis, dans les autres causes qui sont plus rares, on va retrouver l'exposition à l'altitude, les troubles du sommeil, principalement les apnées obstructives du sommeil, les pathologies mixtes, restrictives et obstructives. Et il y a une entité qu'on a bien réussi à identifier, qui est la combinaison d'un emphysème et d'une fibrose pulmonaire. Ça donne des épreuves fonctionnelles respiratoires qui peuvent nous piéger puisqu'elles sont normales, les volumes sont normaux. Vous avez d'un côté de la restriction et de l'autre de l'hyperinflation, donc les volumes peuvent apparaître comme étant normaux. Le scanner va vous donner la réponse et le diagnostic différentiel des différentes causes d'hypertension pulmonaire associées à ces pathologies respiratoires. J'insiste déjà maintenant, on ne va pas parler de traitement aujourd'hui, mais on pourra en parler dans le chat et dans les questions. Il n'y a pas de traitement spécifique pour les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et de groupe 3. Ce sont en fait des hypertensions pulmonaires qui n'ont pas montré, ou plutôt pour lesquelles il n'y a pas de preuve d'efficacité des traitements qui sont pourtant très efficaces dans le groupe 1. Le groupe 4, ce sont les formes thromboemboliques chroniques, essentiellement les maladies qui atteignent, qui compliquent les embolies pulmonaires chez des patients qui peuvent avoir des facteurs de risque comme le fait d'avoir un cancer, la splénectomie sont des facteurs qui favorisent les formes post-emboliques chroniques. Évidemment, tous les défauts, les anomalies congénitales de coagulation vont rentrer dans cette famille. Et vous avez enfin un dernier groupe qui est le groupe 5, dans lequel on va mettre les causes qui ne sont pas classifiables ailleurs. Et là, peut-être un petit mot des anémies hémolytiques, de la drépanocytose, de la bêta-thalassémie qu'on va retrouver dans ce groupe 5. Un petit mot aussi des hypertensions pulmonaires associées à l'insuffisance rénale chronique qui souvent donnent des phénotypes hémodynamiques plutôt de type post-capillaire avec une augmentation des pressions de remplissage gauche. Il faut retenir que dans les traitements, on va avoir des options pour les groupes 1 et pour les groupes 4, mais pas pour les autres formes d'hypertension pulmonaire dans lesquelles, effectivement,
l'hypertension pulmonaire surviendra comme un symptôme d'une maladie sous-jacente. J'ai fait un petit zoom sur ces groupes 2 et groupe 3. En réalité, 80% de tous les cas d'hypertension pulmonaire sont liés à ces hypertensions pulmonaires liées à une maladie cardiaque ou une maladie respiratoire. C'est là qu'on va retrouver la grande majorité des patients, même dans nos cliniques spécialisées. Je dirais que 80% de notre temps est consacré à exclure ces formes qui sont les plus fréquentes et 20% du temps est consacré aux autres formes qui sont potentiellement traitables. C'est important parce que dans cette catégorie ou dans ces deux catégories, l'hypertension pulmonaire, c'est un symptôme supplémentaire. On a coutume de dire que c'est un biomarqueur de plus de ces anomalies respiratoires ou de ces anomalies cardiaques. Il y a cependant un tout petit nombre de patients qui peuvent développer des hypertensions pulmonaires plus sévères, de véritables maladies vasculaires pulmonaires. C'est dans le cadre des maladies du cœur gauche de l'ordre de 5 à 10% de l'ensemble des causes d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Et dans la maladie respiratoire, c'est 1 à 3% des patients qui ont soit une pathologie interstitielle, soit une BPCO. Et c'est pratiquement aucun malade avec des syndromes d'apnée de sommeil, ce qui nous fait penser que l'on va retirer de la classification les hypertensions pulmonaires liées aux apnées de sommeil qui très souvent sont guéries simplement par l'appareillage de matériel de ventilation nocturne. Donc, retenez simplement que les formes vraiment significatives atteignent un très petit nombre de patients et peuvent évidemment rentrer dans le cadre d'un diagnostic différentiel difficile avec les groupes 1, mais ça va représenter un faible nombre des malades que vous allez rencontrer dans votre pratique clinique de tous les jours. Quelques mots de l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. Si on considère la population mondiale, on peut estimer à 450 millions le nombre d'individus qui présentent de l'hypertension pulmonaire, toutes causes confondues. Cependant, l'hypertension artérielle pulmonaire restera une maladie orpheline, une maladie rare. On considère que l'incidence est de 2,5 à 5 adultes par million et par an. En Belgique, qui est une population de l'ordre de 10 à 11 millions, on aura à peu près 50 à 60 nouveaux cas par an. Et la prévalence, c'est entre 15 pour la valeur la plus pessimiste et 50 adultes par million. Ça nous fait, pour un petit pays comme la Belgique, à peu près 500 cas. C'est à peu près ce qu'on retrouve. On est entre 5 et 600 cas déclarés en Belgique, dont près de la moitié sont suivis dans notre centre et l'autre moitié suivis dans le centre de ma collègue, le professeur Delcroix, du côté néerlandophone du pays. Donc, on a affaire à vraiment une maladie qui est une maladie rare que vous allez rencontrer dans peu de cas, mais dont évidemment il faudra avoir à l'esprit le diagnostic différentiel pour les patients qui présentent des dyspnées inexpliquées. L'HTAP, c'est une maladie qui est très grave. Si vous voyez la mortalité comparée de l'HTAP par rapport à la plupart des cancers, vous voyez que l'HTAP, on se situe entre le cancer de l'ovaire et le cancer du côlon. C'est donc une maladie qui, pour ce qui est de la survie à 5 ans, c'est donc une maladie qui est vraiment une maladie extrêmement grave pour laquelle on a besoin de mettre en place des ressources très importantes avec des traitements médicaux qui sont relativement complexes, dont l'accès n'est pas nécessairement aisé et qui nécessitent vraiment des structures d'accueil qui sont des structures spécialisées. Ce que nous avons fait de notre côté en Belgique, certainement en Belgique francophone, mais aussi du côté néerlandophone, c'est d'encourager le travail en réseau et d'encourager le travail multidisciplinaire. On a des réunions cliniques très régulières, hebdomadaires, qui nous permettent de discuter de l'ensemble des cas que nous voyons à l'hôpital Erasme, mais aussi des cas qui nous sont référés ou partagés avec des collègues avec qui nous avons l'habitude de travailler. Alors, quel est le rôle de l'écho dans l'hypertension pulmonaire? Vous avez ici une liste que vous allez retrouver évidemment sur l'enregistrement, mais je serais ravi de partager avec vous les diapositives. On va retrouver l'écho dans plusieurs endroits, à plusieurs moments dans le diagnostic pour déterminer la suspicion et un niveau de probabilité. Dans le diagnostic différentiel pour faire la différence entre un groupe 2, c'est-à-dire les maladies cardiaques gauche, et le groupe 1, on va retrouver l'écho dans le dépistage des groupes à risque, mais aussi dans le pronostic et le follow-up, non seulement des groupes 1 et des groupes 4, donc hypertension artérielle pulmonaire et cœur pulmonaire post-embolique, mais aussi des autres formes d'hypertension pulmonaire, et en particulier
ce qui va nous intéresser dans le suivi des patients une fois le diagnostic établi, ça n'est pas tellement le niveau de pression, mais c'est surtout la fonction cardiaque droite. Et là, dans les données additionnelles, je dirais peut-être que c'est de l'écho un peu plus avancé. On aura l'évaluation de la fonction droite, la régurgitation tricuspide. On peut faire de l'écho d'effort et on peut faire de l'écho 3D. On n'aura peut-être pas le temps de couvrir tous ces aspects aujourd'hui parce que il faut commencer, je pense, par les éléments de base avant d'aller dans des éléments avancés, mais on pourra certainement discuter de l'apport de ces deux techniques que sont l'écho d'effort et l'échographie 3D dans les questions et peut-être à l'occasion d'un autre séminaire. Je vous montre ici ça, c'est l'algorithme diagnostique de l'hypertension pulmonaire, toutes causes confondues. Et ce que vous voyez, c'est dès le début de l'algorithme, après le symptôme, les signes et l'histoire suggestive d'hypertension pulmonaire, vous voyez déjà apparaître l'échocardiographie. Et donc, je pense que le cardiologue et le technicien d'échocardiographie, c'est véritablement le maître des clés qui permet alors d'ouvrir l'algorithme diagnostique de différence, enfin plutôt l'algorithme de diagnostic différentiel de l'hypertension pulmonaire. Et vous avez déjà une probabilité échocardiographique qui arrive au début de l'algorithme décisionnaire. Donc nous avons en tant que cardiologue un rôle très important dans le diagnostic différentiel et dans toute la démarche diagnostique qui suivra la démarche de l'hypertension pulmonaire. Et la raison pour laquelle on estime qu'il faut réaliser une écho dans l'hypertension pulmonaire, mais c'est très simple. Dès qu'il y a un patient qui présente une dyspnée inexpliquée ou chez lequel on suspecte une hypertension pulmonaire, c'est le premier examen qui doit être réalisé. Attention, l'échographie, ce ne sera pas suffisant pour soutenir ou pour permettre de prendre une décision thérapeutique. On aura besoin d'une validation par un cathétérisme cardiaque et malheureusement, contrairement à ce que je vous ai montré de la définition de l'hypertension pulmonaire par le cathétérisme cardiaque droit, on ne peut pas définir l'hypertension pulmonaire sur base échocardiographique par une valeur unique de pression. C'est comme l'hypertension systémique, finalement, il faut mesurer des valeurs de pression. Ces valeurs de pression ont varié au cours du temps, au cours de ma carrière qui remonte déjà il y a un certain temps. On a déjà changé au moins 3 ou 4 fois de cut-off pour déterminer l'hypertension systémique, mais c'est la même chose pour l'hypertension pulmonaire. La mesure qui est faite pour l'hypertension systémique au brassard, de pression n'a pas d'équivalent pour l'échocardiographie qui permet d'estimer mais ne pas mesurer de pression. En revanche, notre job, ça va être de déterminer un niveau de probabilité échocardiographique d'hypertension pulmonaire et c'est ça que nous voulons voir dans les protocoles d'échocardiographie. Et je vais vous montrer ce que nous allons faire, vous le savez, mais je vais insister sur certains éléments que l'on voudrait avoir à l'esprit. C'est une manière simple que vous voyez ici de déterminer la façon dont on doit approcher l'écho dans l'hypertension pulmonaire à partir d'une probabilité jusqu'à une suspicion clinique. En réalité, vous allez combiner deux éléments que vous allez estimer à l'écho. C'est la pression artérielle pulmonaire estimée par la vitesse du pic de régurgitation tricuspidienne, plus d'autres signes échocardiographiques d'hypertension pulmonaire. Je vais détailler ces deux aspects. À partir de ces deux éléments, et j'insiste, ce sont ces deux éléments, ça n'est pas la pression toute seule, c'est la pression plus d'autres signes échocardiographiques. Vous allez déterminer une probabilité écho, probabilité faible, intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire, à laquelle vous allez ajouter des risques, des facteurs de risque pour de l'HTAP ou de l'hypertension pulmonaire post-embolique, selon qu'ils soient présents ou absents. C'est cela qui va vous déterminer votre suspicion clinique et qui va vous faire amener le patient dans l'algorithme diagnostique. Donc, ces deux éléments, probabilité écho et facteurs de risque pour de l'HTAP ou d'une forme post-embolique vont déterminer ce que vous allez faire et vous allez évidemment, grâce à ça, déterminer quels patients doivent bénéficier d'un cathétérisme du cœur droit. Ça, c'est la base. L'estimation de la pression systolique par l'écho-Doppler, on apprend ça dans toutes les écoles de cardio. On porte au carré la vitesse de régurgitation maximale de l'insuffisance tricuspide. Ça nous donne un gradient
transtricuspidien auquel on ajoute une valeur de pression auriculaire droite et ça nous donne une estimation de la pression systolique du ventricule droit qui, à 1 ou 2 mm de mercure près, est égale à la pression systolique de l'artère pulmonaire. Il y a, ça c'est une dérivée de l'équation de Bernoulli, il y a plusieurs manières d'estimer la pression auriculaire droite. Ce que nous préférons, c'est l'inspection de la veine cave inférieure et de l'analyse de sa capacité à se collaber lors d'un mouvement d'inspiration. Ça permet de déterminer une pression auriculaire droite entre 0 et 5, 6 et 10, 10 et 15 ou plus de 15 mm de mercure. En fait, c'est extrêmement simple. Quand vous avez un diamètre de la veine cave inférieure qui est supérieur ou égal à 2 cm, vous avez et pas de collapsus inspiratoire, vous avez une pression auriculaire droite dont l'estimation est supérieure à 15 mm de mercure. Il y a d'autres moyens. Vous pouvez mesurer la turgescence jugulaire avec une estimation de la pression jugulaire en fonction de sa turgescence en centimètres d'eau et la convertir en millimètres de mercure. Mais tant qu'on est à l'écho, l'intérêt ici est plutôt d'utiliser les données échocardiographiques et de vous baser sur la veine cave inférieure. Dans le cas que vous avez, dans le cas que vous voyez ici, on a un gradient qui est estimé à 45 mm de mercure. On a une veine cave inférieure à l'expiration qui est à plus de 2 mm, qui est à plus de 20 mm, mais un collapsus qui est supérieur ou égal à 50%. On est entre 10 et 15 mm de mercure. On est entre 65 et 70 mm de mercure pour la pression systolique du ventricule droit. Ça, c'est ce que vous mesurez et c'est peut-être la première chose qui va vous attirer, dont votre œil sera peut-être attiré en premier lieu par ceci quand un collègue vous demande ou quand vous souhaitez faire un diagnostic différentiel d'hypertension pulmonaire ou en tout cas suspecter qu'il pourrait y avoir une hypertension pulmonaire. Alors, c'est évidemment important également de vérifier l'importance du profil du jet d'insuffisance tricuspide pour estimer la sévérité. Il faut savoir que la présence ou l'absence d'un jet d'insuffisance tricuspide qui en volume devient important va avoir une influence sur votre estimation de la pression. Si vous inspectez le jet d'insuffisance tricuspide pour une insuffisance qui est considérée comme étant moyenne, mais vous verrez une forme plutôt parabolique, un profil qui est plutôt dense et vous allez avoir probablement peu d'influence sur votre estimation de pression. À l'inverse, quand le jet de régurgitation tricuspide devient significatif, eh bien, votre jet de régurgité va prendre un aspect triangulaire. Vous risquez d'avoir un pic précoce, en général, qui est à moins de 2 mètres par seconde, et vous pouvez passer à côté d'une insuffisance, plutôt d'une estimation de votre pression artérielle pulmonaire systolique quand vous avez un jet régurgitant très important. Je dirais que ceci est important dans 2 situations. Quand vous avez une très grande atteinte de la fonction cardiaque droite avec une dilatation de l'anneau et un volume régurgité qui est important simplement pour des raisons purement fonctionnelles. Et dans le deuxième cas, c'est quand vous avez des atteintes valvulaires où en général, vous pouvez avoir surtout une dilatation des 2 oreillettes, plus qu'une dilatation des ventricules, et éventuellement une pathologie de la valve tricuspide qui, en plus de l'insuffisance elle-même, en plus de l'augmentation de pression, peut être associée à une régurgitation. C'est ce qu'on voit par exemple dans la maladie d'Epstein ou c'est ce qu'on voit dans les valvulopathies tricuspidiennes. Il faut avoir ceci à l'esprit puisque le volume de ce jet d'IT va avoir une influence sur votre mesure. L'autre question qui est très souvent posée, c'est de savoir quelle est la correspondance entre une mesure au cathétérisme cardiaque droit et une mesure écho. Vous avez une précision qui est probablement insuffisante, mais en revanche, votre mesure sera juste. Ce qui signifie que quand vous voulez faire une évaluation dans des populations, vous tomberez toujours correctement dans les changements directionnels d'une population donnée. En revanche, quand vous voulez faire correspondre votre pression estimée à l'écho à une pression mesurée au cathétérisme, vous risquez d'avoir une fréquence plus ou moins élevée de faux positifs et de faux négatifs. Et vous voyez illustré ici sur cette dernière partie de la diapo, ça c'est l'évaluation de la PAP moyenne par un cathéter de Swan-Ganz et par une mesure échocardiographique. Vous voyez ici que vous pouvez avoir des faux négatifs et des faux positifs
dans un nombre qui est incompressible de cas. Donc, il faut vous dire que ce que vous allez mesurer, plutôt ce que vous allez faire à l'échocardiographie, c'est d'avoir une estimation de la PAP systolique, à partir de laquelle vous pouvez avoir une estimation de la pression moyenne, mais en aucun cas, ça ne sera une mesure précise. Vous aurez forcément des biais. Vous avez d'autres biais qui sont repris ici. Sur la mesure du jet d'insuffisance tricuspide, il faut savoir que votre jet d'IT va être influencé par l'âge, par l'indice de masse corporelle. Vous allez avoir plus d'IT chez les obèses, plus d'IT chez les patients âgés, sans qu'il y ait nécessairement de pathologie d'hypertension pulmonaire. Vous allez avoir tous les effets qui sont liés à la fenêtre acoustique. Évidemment, les patients bronchiteux chroniques, les emphysémateux, c'est une catastrophe puisqu'ils vont avoir vous allez avoir à l'inspiration, mais aussi à l'expiration, des phénomènes de trapage qui vont interposer du poumon, donc de l'air entre votre sonde échocardiographique et vos mesures. Ça va vous rendre mettre dans une situation un peu compliquée pour avoir des valeurs correctes. Les variations battement par battement en cas de fibrillation auriculaire, c'est important. Il faut faire finalement ce qu'on fait au caté, c'est-à-dire avoir, quand vous avez un malade en fibrillation auriculaire, il faut multiplier les mesures. Il faut faire 3 à 5 mesures et faire la moyenne des 3 à 5 mesures plutôt que de vous baser sur un seul battement. Et évidemment, quand vous aurez une régurgitation qui en volume sera importante, vous allez sous-estimer le gradient entre la veine, entre l'oreillette droite et le ventricule droit, et vous pouvez vous attendre à avoir des pressions qui sont sous-estimées. Je dirais que pour le diagnostic différentiel, ça n'est pas très important puisque vous allez avoir une mesure qui sera une mesure appropriée, mais pour le suivi de vos malades, là, ça risque de poser un problème quand vous avez un volume de jet d'insuffisance tricuspide qui sera important. C'est pour ça qu'on s'intéressera plus au ventricule droit une fois que le diagnostic est fait. Vous avez votre jet d'insuffisance tricuspide avec les quelques limitations que je vous ai citées. À quoi faut-il s'intéresser? Quels sont ces autres signes échos? Vous avez 3 catégories. Vous avez les ventricules, vous avez l'artère pulmonaire et vous avez la veine cave inférieure et l'oreillette droite qui sont finalement un seul continuum. Les ventricules, vous allez vous intéresser au rapport dans une fenêtre apicale entre le diamètre basal ou le rapport du diamètre basal entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Quand il est supérieur à 1, vous avez ce qu'on appelle un profil ventriculaire droit. De la même manière, si vous avez un aplatissement du septum interventriculaire avec un indice d'excentricité du ventricule gauche qui est supérieur à 1,1 en systole et en diastole, vous avez un élément qui va aussi dans le sens de ce qu'on appelle un profil droit. L'artère pulmonaire, ça c'est vraiment très important, c'est un peu notre dada. On oublie souvent de mesurer ou d'estimer le flux dans l'artère pulmonaire. C'est en fait un indice qui est extrêmement riche puisque vous allez pouvoir identifier un raccourcissement du temps d'accélération en dessous de 100 millisecondes chez un patient qui a une fréquence cardiaque en dessous de 100 mm de mercure, une fréquence cardiaque en dessous de 100 battements par minute. Vous allez avoir un indice qu'il y a une élévation de la pression moyenne dans l'artère pulmonaire. La présence d'une décélération mi-systolique, c'est aussi un élément qui est très important. C'est associé à une élévation de la résistance, c'est associé à une interruption, à une arrivée précoce de l'onde réfléchie de l'artère pulmonaire dans la circulation pulmonaire. Les insuffisances pulmonaires diastoliques, évidemment, en protodiastole, plus de 2,2 mètres par seconde, c'est associé à une augmentation du risque d'avoir une hypertension pulmonaire. Et enfin, vous pouvez mesurer le diamètre de l'AP au-dessus de 25 mm pour un individu normal, c'est considéré comme étant anormal. Et enfin, le troisième élément, c'est la veine cave inférieure. On en a déjà parlé. Mesurer sa dimension à l'état de base, en expiration et en inspiration, va vous donner une indication sur une estimation de pression auriculaire droite. Et vous pouvez aussi mesurer une surface auriculaire droite en fin de systole supérieure à 18 cm². Ça, c'est un des indices que vous allez pouvoir prendre en compte pour déterminer la présence ou l'absence d'une anomalie au-delà de la pression. Donc, il faut toujours réfléchir au-delà de la pression. Qu'est-ce que l'écho va me donner comme information sur la présentation du patient et quel crédit je vais pouvoir apporter à ces éléments pour pouvoir orienter mon diagnostic différentiel. Alors, je vous montre ici un exemple vraiment caricatural d'un jeune patient. J'ai oublié de parler de l'épanchement péricardique, qui est aussi un élément important. Vous avez ici absolument tout ce dont vous avez besoin pour dire que, en l'occurrence, ce jeune patient a une
une atteinte cardiaque droite qui est déjà très importante. Alors, ça n'est pas le même que celui dont je vous ai montré le jet d'insuffisance tricuspide, mais vous avez la dilatation des cavités droites, l'indice le rapport basal entre le ventricule droit et le ventricule gauche qui est supérieur à 1, vous avez l'aplatissement septal, vous avez cet autre aspect en lettre D du ventricule gauche en fenêtre parasternale en petit axe, et il ne vous aura pas échappé que ce patient présente également un épanchement péricardique qui est un des éléments qui nous oriente vers ce qu'on appelle à l'échocardiographie un phénotype droit. Clairement, ce patient, en l'occurrence, c'est un patient avec une HTAP de forme héréditaire. Ça, c'est vraiment la situation caricaturale que vous allez retrouver, avec une fonction gauche, attention, qui va être altérée puisque vous avez en fin de diastole, vous allez avoir une perturbation du remplissage ventriculaire gauche par l'effet de la dilatation ventriculaire droite. Donc, vous avez une interdépendance entre les deux ventricules qui peut vous donner un aspect de diminution de la fonction gauche, alors qu'en réalité, elle peut être strictement normale. Le temps d'accélération est intéressant. Vous avez un exemple ici d'un de nos patients avec un temps d'accélération raccourci. Il y a deux situations dans lesquelles le temps d'accélération peut être court à une fréquence cardiaque, disons, en dessous de 100 battements par minute, c'est l'augmentation de pression et ou l'augmentation de résistance. L'augmentation de pression, vous pouvez l'avoir par exemple dans les tableaux de haut débit cardiaque. Chez des patients qui ont des cardiopathies congénitales, chez des patients qui ont des cirrhoses, vous pouvez avoir simplement comme seul signe d'augmentation de pression un raccourcissement du temps d'accélération. Ici, c'est la même écho que du patient précédent. Et vous pouvez utiliser le temps d'accélération pour avoir une estimation de pression artérielle pulmonaire moyenne. Vous avez ici deux équations qui ont été relativement bien validées, mais attention, à l'inverse de votre estimation du jet d'insuffisance tricuspide qui est basé sur l'équation de Bernoulli et donc un principe physique, cette relation entre le temps d'accélération et la PAP moyenne est basée sur des corrélations entre une mesure invasive et une mesure non invasive. Il n'y a pas de correspondance directe sur le plan physique. C'est un point très important à avoir à l'esprit. Le notch, donc la décélération mi-systolique, vous voyez ici l'exemple de finalement trois profils différents, un profil normal, un profil avec un notching en mésosystole et un notching précoce. Ces éléments sont importants parce qu'ils nous permettent de suspecter dans les cas des panneaux 2 et 3 qu'il y a non seulement une augmentation de pression, mais aussi une augmentation de résistance. Et par exemple, dans les formes d'hypertension pulmonaire post-embolique, c'est un signe très sensible et très important pour la détermination de la localisation des lésions. Quand vous avez un time to notch, donc un temps entre le début de la systole et le phénomène de notching qui est court, plus ce temps est court dans les formes post-emboliques, plus vous avez de probabilité d'avoir une obstruction proximale. Et vous savez que c'est un élément qui est très important pour déterminer des traitements chirurgicaux chez 60 à 70% des patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire post-embolique. Le diamètre de l'artère pulmonaire, on retrouve notre patient précédent. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, codec indisponible. Bon, c'est pas bien grave. Ceci était simplement pour vous illustrer la dilatation progressive. Donc, c'est le même malade à 2 ans d'intervalle. Vous voyez l'apparition d'une dilatation plus importante de l'artère pulmonaire. Et vous voyez que cette artère pulmonaire droite peut même prendre un aspect carrément anévrismal. La raison pour laquelle l'artère pulmonaire se dilate est probablement certainement parce qu'elle joue un rôle de chambre de compliance quand il y a une obstruction qui se situe sur les petits vaisseaux, l'artère pulmonaire principale va progressivement se dilater. C'est d'ailleurs un signe de gravité au-dessus de 40 mm, au-dessus de 40 à 45 mm. Nous estimons que, toute chose étant égale par ailleurs, chez des malades qui ont de l'HTAP, ça peut être un élément suffisant pour engager le patient vers un processus de transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire. Alors, on passe maintenant à la veine cave inférieure. Là, vous voyez encore de nouveau, c'est ce même exemple, ce même patient. C'est à la fois la taille et le cycle qui seront importants pour déterminer la sévérité ou plutôt l'augmentation de la pression auriculaire droite. Vous ne devez pas faire une inspiration prolongée. Un simple sniff test suffit pour déterminer les modifications inspiratoires-expiratoires de la veine cave inférieure.
Quelques mots de l'oreillette droite. Vous avez une valeur seuil qui est de 18 cm² pour la surface. Vous pouvez l'utiliser et l'explorer dans 2 dimensions spatiales. Il y a, attention, des valeurs de référence qui sont différentes, forcément. Les valeurs pour la femme sont plus petites que les valeurs pour l'homme. En général, quand vous faites cette mesure, vous êtes déjà dans un processus un peu avancé d'évaluation de l'hypertension pulmonaire et pas dans le processus de base. Vous pouvez également mesurer le volume. Vous avez une valeur pour la femme de 33 millilitres par mètre carré et de 39 pour l'homme. C'est très important d'indexer ces variables sur la surface corporelle. C'est sûr qu'un gaillard comme moi va avoir un volume de l'oreille droite qui sera différent de celui de Sarah, qui n'a pas le même gabarit que le mien. Donc, c'est important d'avoir cette normalisation pour l'indice de masse corporelle. Vous avez probablement c'est un peu comme pour l'oreillette gauche, vous avez un peu plus de robustesse et de précision et plutôt d'exactitude quand vous faites une mesure de volume par rapport à la mesure linéaire. L'avantage, évidemment, c'est d'avoir une mesure qui peut se faire sur plusieurs cycles et sur plusieurs images, plusieurs incidences, plusieurs cycles d'incidence cardiaque. Je vous montre ici un exemple qui illustre l'importance du positionnement de votre sonde d'échocardiographie. Par une simple rotation, vous pouvez avoir une estimation qui sera un peu différente de votre volume. Vous voyez, quand vous avez une vue en 4 cavités, qui est ce qu'on recommande vraiment pour avoir la mesure la plus appropriée, vous avez une mesure qui vous donne des valeurs qui sont inférieure à celle que vous pourriez obtenir en modifiant simplement très légèrement la rotation de votre sonde pour vous mettre plutôt en chambre d'analyse du cœur droit. Vous devez utiliser en réalité toujours la même incidence, et ce que nous recommandons, c'est vraiment la chambre en 4, la vue en 4 cavités, parce que c'est celle-là qui a été, la vue en 4 cavités sans dégager les cavités droites, parce que c'est celle-là qui a été la mieux validée dans ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire dans l'évaluation de l'hypertension pulmonaire. Alors, une fois que vous avez déterminé votre probabilité échocardiographique à partir de ces éléments, vous avez une probabilité faible, intermédiaire ou élevée. Et selon qu'il y a ou pas de facteur de risque pour une hypertension artérielle pulmonaire, vous allez vous engager dans l'algorithme diagnostique. C'est évident que si vous avez une probabilité élevée, qu'il y ait ou pas des facteurs de risque, vous aurez envie d'aller plus loin dans les investigations et vous aurez envie de réaliser un cathétérisme du cœur droit. Ce qui va nous poser un problème, c'est les catégories dites intermédiaires, c'est-à-dire vous avez un jet d'insuffisance tricuspide entre 2,8 et 3,4, vous avez peu d'atteinte cardiaque droite. Si vous avez un facteur de risque pour de l'HTAP ou de l'hypertension portion embolique, vous pourriez envisager la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit et d'aller vers tout l'algorithme thérapeutique. C'est le cas chez les malades qui ont une cardiopathie congénitale, qui sont positifs pour le VIH, qui ont une sclérose systémique ou qui ont de l'hypertension portale, chez lesquels la prévalence de l'hypertension artérielle pulmonaire est tellement élevée et le bénéfice d'un traitement est tellement élevé que vous avez intérêt à aller peut-être un petit peu plus précocement au cathétérisme cardiaque droit qu'on ne le ferait dans d'autres situations. En revanche, si vous avez une probabilité faible, y compris chez des patients qui ont des facteurs de risque, jet d'insuffisance tricuspide inférieur à 2,8, avec ou sans atteinte ventriculaire droite, vous allez proposer un contrôle d'échocardiographie à 3 mois à l'un de vos patients. Il faut savoir que les formes graves sont tellement rapidement évolutives que vous pourriez, à 3 à 6 mois d'un premier examen, déjà noter des modifications échocardiographiques qui vont vous engager alors, ou plutôt qui vont engager le patient vers une analyse un petit peu plus approfondie de la cause, une cause éventuelle qui pourrait être une hypertension pulmonaire. Un deuxième aspect très important, je vais un peu insister là-dessus, c'est le diagnostic différentiel entre un groupe 2, donc une hypertension pulmonaire liée à une maladie cardiaque gauche, et le groupe 1, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Ce diagnostic différentiel, il est important parce que quand vous êtes au labo d'écho, vous allez déjà pouvoir, si vous êtes plutôt un cardiologue ou une cardiologue qui vous intéressez plus à l'écho, aux aspects non invasifs,
mais vous allez pouvoir indiquer à votre cardiologue clinicien ou à cardiologue interventionnel la probabilité que le malade qui vous est adressé pour une dyspnée inexpliquée a plus que vraisemblablement une hypertension pulmonaire de groupe 2. Et c'est très important parce qu'il est évident que tous les malades qui ont des hypertensions pulmonaires de groupe 2 ne doivent pas nécessairement bénéficier d'un cathé droit de confirmation. Ce n'est pas du tout la même musique, bien sûr, pour les groupes 1, pour lesquels, évidemment, là, vous aurez besoin du cathéter cardiaque droit parce qu'il y a des conséquences thérapeutiques. Alors, quand on fait la littérature, et on a eu l'occasion de la faire au dernier congrès mondial parce qu'on s'était, vous savez peut-être qu'un de mes dadas, au lieu de l'hypertension pulmonaire, au-delà de l'hypertension pulmonaire en général, ce sont les hypertensions pulmonaires du groupe 2, donc liées aux maladies cardiaques gauche. Et on avait fait une recherche de littérature assez exhaustive avec comme idée de voir si on pouvait proposer des scores de prédiction. Et donc, simplement en se basant sur des données échocardiographiques, de pouvoir prédire la présence d'une hypertension, d'une composante précapillaire ou la probabilité ou une probabilité élevée d'une hypertension pulmonaire de groupe 2. La difficulté à laquelle on a été immédiatement confronté, c'est qu'il y a au minimum 3 différents ou 4 grands travaux qui ont été publiés qui permettent de déterminer des scores, mais malheureusement, ces scores ont été validés pour la plupart simplement sur des populations de dérivation, donc pour déterminer le score en question, mais pas sur des populations de validation, c'est-à-dire pour déterminer si ces scores avaient vraiment un niveau de performance suffisant que pour les recommander. Je vais quand même vous les citer parce que, alors le deuxième petit défaut, c'est que la plupart ont été évalués sur des populations monocentriques et donc n'ont pas eu de validation externe. Néanmoins, elles sont intéressantes. Et il y en a 2. Je vous présente ici le score de nos collègues de Philadelphie qui ont déterminé des variables qui étaient associées soit à une forme précapillaire, soit à une forme gauche. Et vous voyez que parmi les variables, on va retenir le rapport E sur E' supérieur à 10, une dimension antéro-postérieure de l'oreillette gauche soit supérieure à 4,2, ça va faire pencher la balance vers une forme post-capillaire, ou inférieure à 3,2 pour une forme précapillaire. Et vous voyez revenir ce phénomène de décélération mi-systolique avec un temps d'accélération inférieur à 80 millisecondes qui va faire pencher la balance vers un phénotype cardiaque droit. Donc ce score existe et il vous permet de calculer une probabilité échocardiographique de composante précapillaire et donc de probabilité d'avoir une résistance vasculaire pulmonaire supérieure à 3 unités Wood. Nos collègues italiens de l'équipe de Michele D'Alto à Naples ont fait exactement ont utilisé la même démarche. Ils ont identifié la mesure le rapport entre les cavités, le ventricule droit et le ventricule gauche, l'indice d'excentricité, la veine cave inférieure, le rapport heureux-E' et la formation ou l'anomalie de contraction apicale du ventricule droit, qui est aussi assez pathognomonique des atteintes cardiaques droites. Et ce score vous permet de calculer, effectivement, ces variables vous permettent de calculer un score de prédiction. Mais vous voyez tout de suite que le score de Philadelphie n'est pas le même que celui de Naples. Et on n'a pas les mêmes indices qui ont été recueillis. C'est simplement lié à l'artefact de la population d'intérêt. Et ça nous met dans une situation difficile pour vous proposer un score de prédiction qui permet de faire un diagnostic différentiel. Il y a en revanche une chose qui est très importante et qui fait vraiment pencher la balance vers une hypertension pulmonaire liée à une maladie cardiaque gauche, et c'est la déformation de l'oreillette gauche pour détecter une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Quand vous faites cette analyse de l'équipe de Maggie Redfield à la Mayo et que vous la portez que vous la comparez avec les autres indices, comme par exemple les vélocités, le jet d'insuffisance tricuspidienne, le volume, vous voyez que le strain bat absolument toutes les autres variables pour déterminer une suspicion d'hypertension pulmonaire, pour déterminer une suspicion d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. J'insiste là-dessus parce que ça va devenir probablement un de nos outils de pratique quotidienne par rapport à ce que l'on peut utiliser comme autre indice. Et si vous voulez avoir une idée multiparamétrique, eh bien, vous avez ce tableau qui vous donne une probabilité d'hypertension pulmonaire liée à une maladie cardiaque gauche par rapport à de l'HTAP, une forme précapillaire
en fonction de données que vous allez recueillir au niveau de l'oreillette et des ventricules. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez une augmentation de volume, de volume de l'oreillette gauche, dès que vous avez des signes de déformation de l'oreillette gauche par la technique de strain, vous augmentez votre probabilité d'avoir une maladie cardiaque gauche. On ne voit pas d'anomalie du strain, on ne voit pas d'anomalie de volume dans les formes précapillaires. Donc c'est un élément qui est un élément très important dans votre diagnostic différentiel. Ça, vous aurez l'occasion de revoir les détails à l'aise en revoyant la vidéo ou simplement à partir des dias que je me ferai un plaisir de vous donner. Pour terminer, quelques mots de l'évaluation du VD. Ça, c'est, je dirais, le Graal de... c'est mon Graal personnel puisque ma formation de départ, c'est de la physiologie de base pure et dure. Et pendant des années, on a essayé de faire correspondre l'imagerie avec la physiologie. Et on commence tout doucement à réconcilier les anciens et les modernes en utilisant des indices de fonction ventriculaire droite. Il y a une chose qu'il faut savoir et que vous savez bien sûr déjà, c'est que la forme du ventricule droit est relativement complexe et donc vous avez dans une vue bidimensionnelle une version et une vision qui est tronquée de la complexité du VD qui, à l'inverse du VG, a une forme triangulaire, a une forme en croissant. Le VD a une contraction longitudinale qui est beaucoup plus importante que la contraction radiaire, ce qui fait que ce que nous savons du ventricule gauche ne s'applique pas nécessairement à ce qui se passe au ventricule droit. Et n'oubliez pas que quand vous êtes en bidimensionnel, vous négligez la chambre de chasse du ventricule droit, donc au-delà de la valve pulmonaire, qui contribue pour 25% du volume ventriculaire, et donc on oublie cette partie de chambre de chasse qui joue un rôle important dans l'évaluation volumétrique. Et donc cette petite précision avant de commencer est importante parce que ça vous donne déjà une idée de la difficulté de l'approche de la fonction ventriculaire droite par l'échocardiographie. Vous avez des mesures que vous pouvez, qui sont des vraies mesures directes de la fonction. La mesure du donc le mouvement antérieur systolique du plan de l'anneau tricuspidien, c'est un moyen extrêmement simple, monodimensionnel, de faire une évaluation de la fonction longitudinale. Vous pouvez utiliser le changement de fraction de surface, qui est une espèce d'ersatz de la fraction d'éjection, puisque là, vous mesurez simplement la fraction de contraction en 2 dimensions. Vous pouvez mesurer au Doppler tissulaire la vitesse de l'anneau tricuspidien, la fameuse onde S, qui vous donne une idée de la vélocité intramusculaire, si vous voulez, par l'analyse du Doppler tissulaire, et vous pouvez utiliser l'indice de performance myocardique droit, comme vous pouvez l'utiliser à gauche, le fameux indice de Tay. Je vous dis tout de suite que cet indice est très peu utilisé en clinique parce qu'il nécessite il nécessite des mesures faites à des temps différents, avec des plans relativement différents, et il ne semble pas supérieur à une mesure simple que serait la mesure de TAPS dans l'évaluation de la fonction myocardique. Et puis, vous avez toute une série de mesures indirectes, le mouvement septal, le rapport entre le VD et le VG, le jet d'insuffisance tricuspide, la dilatation de l'oreillette droite, la présence d'un épanchement péricardique et des indices de fonction. Vous avez des indices de fonction diastolique à gauche qui peuvent être perturbés par le remplissage anormal à gauche que vous allez avoir. C'est une petite onde E et une grande onde A, puisque c'est en début de diastole que la performance, ou plutôt le remplissage, sera le plus perturbé. Le remplissage gauche sera le plus perturbé par la dilatation droite. Ça, ce sont des indices indirects que vous allez pouvoir utiliser. L'indice d'épanchement péricardique est important, c'est un facteur de pronostic extrêmement, c'est probablement le facteur de pronostic le plus important, si ce n'est que quand il est présent, c'est de très mauvaises nouvelles et c'est un phénomène qui est relativement tardif. Donc vous avez à l'écho, pour estimer la fonction droite, des mesures directes et des mesures indirectes qui sont en gros le retentissement de la dysfonction cardiaque droite sur soit le cœur gauche, soit la capacité de la valve tricuspide à rester continente. Donc voilà un exemple de mesure de TAPS. C'est une mesure monodimensionnelle. Ici encore un exemple de mesure de fraction de contraction de surface, de modification de surface entre la systole et la diastole. Et ici, vous pouvez avoir une mesure en diastole et une mesure en systole qui vous donne une fraction de contraction assez
58%, qui est dans ce cadre, dans ce cas-ci, strictement normal. Quelques mots de l'imagerie de déformation du ventricule droit. Il n'y a pas de doute que c'est un peu le présent et c'est certainement le futur. On peut, par cette analyse de strain, passer au-delà des limitations des échos conventionnels. On a une relation très forte entre la performance intrinsèque du myocarde et ses indices de fonction. C'est beaucoup plus sensible comme technique pour mesurer des modifications subtiles des propriétés contractiles du muscle cardiaque. Je vais vous prendre un exemple. Un patient qui a une sclérose systémique sans hypertension pulmonaire aura des anomalies du strain que vous allez pouvoir détecter à l'échocardiographie, même si vous n'avez pas d'augmentation de la tension pulmonaire. Donc, vous avez ici un outil qui est extrêmement sensible aux modifications structurelles et aux modifications fonctionnelles du ventricule droit. Effectivement, plus les valeurs sont négatives, meilleure sera la fonction ventriculaire droite. Et ceci, c'est un exemple qui m'a été donné par nos amis de Milan, Sergio Caravita et Claudia Barato, d'un patient chez lequel le strain a été mesuré à l'état de base au moment du diagnostic et a été mesuré après 6 mois de traitement spécifique. Vous voyez qu'il y a une amélioration du strain, des valeurs qui sont plus négatives, mais vous voyez aussi que ces modifications sont relativement subtiles. Donc, ce sont des modifications qui sont très marginales. Donc, il faut avoir une imagerie de qualité, comme vous le voyez ici, pour pouvoir utiliser ce strain en pratique clinique. Je vous le disais, il peut y avoir une atteinte une imagerie de déformation qui est anormale, même en l'absence d'hypertension pulmonaire. C'est le cas de vos patients qui ont une sclérose systémique. Donc, vous le faites peut-être déjà, mais je vous encourage vraiment à vous intéresser à cette fonction, cette fonction de déformation dans cette population, puisque vous allez voir des anomalies que vous ne verrez pas chez les sujets normaux. Et c'est absolument indépendant de la fonction systolique. Nous avons un étudiant qui s'est intéressé à une autre mesure, qui est la mesure du couplage ventriculo-artériel par le rapport du TAPS sur la PAPS. Et on a observé que dans notre population de patients sclérodermiques, on avait une altération dans pratiquement 100% des cas, même chez des malades qui avaient des pressions pulmonaires au repos strictement normales. Donc, c'est un indice qui est évidemment très important. Alors, il y a bien sûr des limitations de toutes ces méthodes. Une des grandes limitations, c'est la dépendance de la précharge. Toutes ces mesures sont précharge dépendantes. Le TAPS, par exemple, est limité dans la bidimensionnalité puisque vous négligez la fonction de la paroi libre du ventricule droit et le rôle de la contraction du septum. Le FAC incorpore à la fois le déplacement radiaire et le déplacement longitudinal. Ça, c'est un des avantages. En revanche, vous négligez la contribution de la contraction par la chambre de chasse du ventricule droit qui, dans l'hypertension pulmonaire, peut avoir un rôle important. Donc, vous avez des limitations pour chacune de ces variables. Et je voudrais insister sur un élément très important. Vous avez peut-être lu ce papier de Luigi Badano, qui est un des grands experts mondiaux de l'imagerie de déformation et de la fonction ventriculaire droite de manière non invasive. J'ai trouvé cette étude assez intéressante puisqu'en fonction du type d'appareillage, vous allez avoir des valeurs très différentes de strain. Donc, selon que vous achetez votre appareillage chez General Electric ou chez un autre, vous allez avoir des valeurs qui seront très différentes et donc il faut avoir cette idée à l'esprit quand vous faites de la mesure de strain en fonction de votre fournisseur d'imagerie. Ceci vous résume un peu quels sont les avantages de chaque, disons des 5 types d'imagerie qu'on va récupérer, le TAPS, l'onde tricuspide, FAC, le strain et le 3D. Vous voyez que la dépendance de la précharge est présente dans tous les cas. Mais vous avez quand même des avantages et des inconvénients pour l'une ou l'autre des techniques. Au bout du compte, il faut avoir la maîtrise de la technique pour pouvoir l'utiliser et on va vous encourager surtout à utiliser le TAPS. On va passer au-dessus de cette question diastolique et de la relation à l'effort. Ça, c'est peut-être l'objet d'un séminaire un petit peu à part parce que l'hémodynamique d'effort par l'écho est un élément, plutôt c'est un outil qui est extrêmement utile. Je voudrais juste conclure sur 2 diapos. Je pense que
l'idée de l'évaluation échocardiographique, vous pouvez la prendre en deux phases. Vous avez la phase de base. Vous allez faire du dépistage et c'est ce que vous allez faire chez tous les malades. Vous allez déterminer une probabilité d'hypertension pulmonaire. Vous allez faire un diagnostic différentiel ou aider au diagnostic différentiel entre l'HTAP et les groupes 2, principalement les hypertensions pulmonaires associées à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et vous allez déjà avoir une évaluation de base du ventricule droit. Vous voyez ici les variables que vous avez utilisées, les avantages et les inconvénients. Mais ce que vous voyez avec ceci, avec un examen de base qui est repris sur la diapositive, vous allez déjà pouvoir avoir établir votre probabilité échocardiographique d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'hypertension pulmonaire. Et une fois que vous aurez déjà déterminé ces valeurs de base, vous allez commencer à utiliser des valeurs, plutôt des outils un petit peu plus spécifiques, et c'est vraiment là de l'échocardiographie avancée dans l'hypertension artérielle pulmonaire, mais dans l'hypertension pulmonaire en général. C'est le strain du ventricule droit, le strain de l'oreiller de gauche, l'évaluation en volume et l'écho d'effort qui va vous aider à faire du diagnostic différentiel. Mais de nouveau, l'écho d'effort nécessite une évaluation et plutôt une structure un petit peu plus spécifique. Ça peut faire l'objet, si vous le souhaitez, d'une autre discussion. Et je vais m'arrêter là, vous remercier de votre patience et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup, chers collègues, pour cet excellent exposé, très exhaustif, et cette iconographie très riche. Donc, peut-être qu'on va commencer, avant de donner la parole à notre experte, je pense qui a arrangé son micro, professeur Mika, et qui a publié dans l'American Journal, je ne sais pas, j'ai oublié le titre du journal, son travail sur l'HTP dans la sclérodermie. Oui. C'était un travail très intéressant. Donc, peut-être qu'elle a des choses à nous dire. Mais j'aimerais tout d'abord donner la parole un peu à nos invités belges. Hein, et peut-être Sarah va essayer de les faire parler, s'ils voudront dire quelques mots. Hein. Je ne sais pas, Sarah, avant de donner la parole à Métia et au reste, et aux questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Donc, ceux qui veulent poser une question, lèvent la main. Voilà. C'est une discipline, je ne dirais pas militaire, mais on est obligé. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Nous sommes devant un expert mondial et il faut profiter. Il faut profiter de sa présence. Sarah, je ne sais pas si tu peux faire parler nos amis belges. Ils peuvent parler, hein. Il ne faut pas être timide. Il y a Sandy, peut-être qu'elle a une question. Peut-être un commentaire. Allez, Sandy. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient un micro là. Je pense qu'ils m'entendent, mais je suis pas sûr qu'ils aient un micro. Ils peuvent mettre un message sur le chat. Si, ils ont le micro. Ils ont le micro. Ok. Mis à part Caroline, je ne sais pas, Carolino. Sandy, oui, parce qu'en fait, Carolino. Ils sont en train d'assister tous ensemble avec Sandy. Et, oui. donc ils peuvent. Moi, j'ai une question, si vous voulez bien. Allez-y. Oui, c'est Renaud. C'est pour l'Assemblée ici. Renaud. Bonjour, bonsoir. Mais donc, c'est une simple question qu'on n'a pas évoquée ici, c'est finalement la fonction visuelle du VD. Ouais. En pratique, on l'utilise beaucoup, on l'a décrit comme un peu dans les guidelines, mais est-ce que ça a vraiment une place importante? Alors, c'est la technique qu'on appelle en anglais l'eyeballing. Donc, je dirais que ça peut avoir un intérêt qualitatif. Tu peux te dire, tiens, ce VD est dilaté, ce VD est hypocontractile, tu peux effectivement utiliser cet indice. Je dirais que c'est plus une préparation mentale à la mesure, à l'estimation plus précise. Donc, on ne peut pas se contenter d'une estimation simplement visuelle. Il faut vraiment avoir surtout quand on veut établir un niveau de suspicion, il faut vraiment avoir des mesures qui sont des mesures les plus objectives possibles pour pouvoir déterminer ta probabilité d'estimation de la fonction. En revanche, je pense que dans des situations d'urgence,
où on n'a peut-être pas le temps et où l'intérêt des grands détails est peut-être moindre. Je prends par exemple le cas des insuffisances cardiaques aiguës qu'on va retrouver dans les cœurs pulmonaires aigus, dans l'embolie pulmonaire par exemple. On a besoin de quelques indices simples pour nous donner très rapidement une information qui va amener à une prise en charge thérapeutique spécifique. Et donc, par exemple, dans les HTAP graves qui viennent aux urgences, le TAFS ne m'intéresse pas. Je vois tout de suite s'il y a une dilatation des cavités droites et ça me suffit pour prendre une décision diagnostique qui sera peut-être d'avoir des mesures invasives ou que sais-je. Mais donc, à part dans les situations d'urgence, l'eyeballing, donc l'estimation visuelle, a peut-être un petit peu moins de place que les mesures un petit peu plus subtiles. Merci. Merci. Et je vois justement une question d'Ahmed sur la différence entre embolie pulmonaire subaiguë et l'hypertension pulmonaire post-embolie chronique à l'ETT. Ça, c'est une question qui est vraiment très importante. Il y a quelques trucs qui sont, je pense, intéressantes. On est souvent, comme cardiologue, appelé un peu comme le technicien. Hein, ah, mais tiens, on aimerait bien avoir une écho, on a une suspicion d'embolie pulmonaire, est-ce que tu veux bien nous faire une écho? Je pense que notre rôle, il va un petit peu plus loin que ça. Et justement, sans vouloir faire trop les malins, on peut ajouter des éléments qui vont faire pencher la balance plus vers un phénomène aigu que vers un phénomène chronique. Ça commence par les symptômes. Des symptômes qui durent depuis plus de 15 jours, déjà peuvent faire penser à une forme chronique d'hypertension pulmonaire. La présence d'une pression artérielle pulmonaire systolique au-dessus de 60 mm de mercure chez un patient qui n'est pas hypotendu et qui n'est pas tachycarde plaide plus pour un phénomène chronique. La présence d'une dilatation des cavités droites plaide pour un phénomène chronique. La présence d'un mouvement paradoxal du septum plaide plutôt pour un phénomène chronique. À l'inverse, une PAP systolique inférieure à 60 mm de mercure chez un malade hypotendu avec une suspicion d'embolie pulmonaire aiguë a plus de chances d'avoir une embolie pulmonaire aiguë. Et vous pouvez d'ailleurs, et c'est dans les nouvelles recommandations européennes, vous pouvez, à partir d'un score de Wells ou d'un score de Genève de probabilité d'embolie pulmonaire aiguë et d'une écho, prendre une décision thérapeutique sans passer par la case angioscanner ou scintigraphie pulmonaire. Vous êtes de garde, il est 2 heures du matin, le radiologue est occupé avec un polytraumatisé, vous avez un malade qui arrive avec une suspicion clinique d'embolie pulmonaire aiguë et votre écho montre une diminution de la performance du ventricule droit en l'absence de dilatation, vous avez déjà assez d'éléments pour indiquer un traitement anticoagulant, par exemple. Donc, c'est vraiment cette PAP inférieure ou supérieure à 60 qui va vous faire la différence et la présence ou non d'hypotension associée qui va aussi vous permettre de faire la différence. Plus vous allez avoir de dilatation, plus vous allez avoir d'hypertrophie, plus vous avez de chances d'avoir un phénomène chronique. Oui, merci. Baouni, Mehdi, tu as une question, tu as levé la main, vas-y. Mehdi. Mehdi. Oui, tout d'abord, je voulais remercier l'orateur pour l'excellente présentation. Moi, j'avais une question sur la place de l'insuffisance pulmonaire ou l'IP dans l'évaluation de la PAPS, la PAPM et la PAPD quand on n'a pas une unité où l'unité elle est laminaire. Donc, est-ce que c'est fiable et est-ce qu'on peut l'utiliser à chaque fois? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Effectivement, c'est plus rare, mais bien sûr, je voyais que Sarah avait une question aussi qui était un peu dans le même esprit en se demandant, tiens, si j'ai pas de jet d'insuffisance tricuspide, qu'est-ce que je peux utiliser? Effectivement, en utilisant le jet d'insuffisance pulmonaire, vous avez une évaluation de la PAP diastolique et vous pouvez, quand vous avez un jet qui est au-dessus de 2,2 mètres par seconde, vous avez un même niveau de suspicion qu'avec un jet d'insuffisance tricuspide supérieur à 3,4. Donc, bien sûr, c'est utile. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans l'écho chez les adultes, on s'y intéresse assez peu, mais nos collègues cardiopédiatres analysent systématiquement l'importance du jet d'insuffisance pulmonaire. Donc, à la fois dans les cardiopathies congénitales et en pédiatrie, c'est un indice qui est beaucoup plus utilisé que chez les adultes, où il est probablement sous-utilisé. Très bien. Nadera, tu veux dire quelque chose? Métia? Oui. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Vachiri. Bonsoir. On est vraiment très honorés par votre présence. Je vous remercie pour cette excellente présentation, comme d'habitude. C'est gentil, merci. Très complète. C'est un honneur. Comme ça, on a pu partager un petit peu votre expérience dans le domaine de l'hypertension pulmonaire.
Bon, moi, je voulais une petite question par rapport à la probabilité échographique. Ben, je ne sais pas, peut-être il y aura de nouveaux cut-offs qui vont définir les probabilités, vu que la définition d'hypertension pulmonaire, le seuil a été revu à la baisse, PAPM à 20. Ben, est-ce que vous avez une idée par rapport au nouveau seuil et surtout les malades qui vont aller au CAT, bon, Bien sûr. les malades à haut risque Bien d'HTAP. sûr. Voilà. Alors, merci beaucoup votre question. Comme je m'attendais bien à ce que vous posiez une question difficile et c'est donc fait. Vous avez vu qu'on a fait, comme on dit au rugby, on a botté en touche, on a tiré en touche après le meeting de Nice, puisque on a éludé la problématique du cut-off échocardiographique de la pression pulmonaire, ce qui, je pense, est une erreur. Et je suspecte que dans les prochaines recommandations qu'on espère pour 2022, on arrivera à résoudre ce problème. On va devoir faire deux choses, à mon sens. Revoir le cut-off de pression à la baisse, donc le jet d'insuffisance tricuspide à la baisse pour coller avec cette réduction de pression moyenne, mais peut-être dans le même temps insister sur des éléments qui ne sont pas des mesures de pression directe, mais qui sont une évaluation de fonction. Et là, on reviendra avec l'effet, j'ai vu une question sur l'effet booster de la contraction auriculaire gauche. Je pense que tous ces éléments vont intervenir, j'espère, dans les prochaines recommandations. Ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas de problème pour les situations caricaturales, parce que vous allez avoir vers le haut des situations où vous n'aurez pas de doute sur la probabilité diagnostique. La question qui va se poser, à mon avis, va être pour les patients qui ont des facteurs de risque d'HTAP et la sclérodermie, comme vous savez, et vous avez beaucoup travaillé dessus et vous avez beaucoup contribué à apporter des éléments nouveaux sur l'évaluation échocardiographique. La sclérodermie va nous poser un problème parce que si on baisse le seuil, on aura probablement une petite augmentation de la suspicion dans une population qui est une population à risque. Et donc, il faudra, dans ce cas-là, je pense, associer une autre variable qu'une variable échocardiographique pour déterminer la probabilité, la suspicion clinique. Et pour moi, les deux variables qui auront de l'intérêt, c'est soit une variable biologique comme le NT-proBNP, soit une ergospirométrie ou un test à l'effort, qui va nous permettre d'augmenter la suspicion et d'orienter vers le KT ces malades pour lesquels on sera obligé de diminuer le seuil de détection. Donc en diminuant le seuil de détection, on va augmenter la probabilité d'avoir des cas qui seront des cas douteux, et donc on va devoir avoir un élément supplémentaire qui ne sera pas un élément échocardiographique, qui ne sera pas qu'un élément échocardiographique pour nous aider. Et je pense à l'ergospirométrie, parce que l'ergospirométrie va nous permettre, par exemple, d'éliminer les patients qui auraient des pathologies respiratoires. L'ergospirométrie nous permettra d'avoir une évaluation de l'importance de l'atteinte cardiaque dans un contexte d'hypertension pulmonaire. Et je pense que ceci va nous permettre d'amener en salle de KT des patients. Et je pense de nouveau aux sclérodermiques, donc aux patients chez lesquels la prévalence de l'hypertension pulmonaire est plus importante et chez lesquels on sait qu'une intervention précoce va être bénéfique. Très bien. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus parce que tout ça est encore en train d'être beaucoup débattu et c'est un sujet qui est tout aussi sensible que la redéfinition hémodynamique, mais les deux vont de pair. On ne peut pas modifier une variable sans nécessairement toucher à l'ensemble de l'édifice. Merci beaucoup. Justement, pour la population de sclérodermique, il y a le problème de la dysfonction diastolique. C'est-à-dire, Oui. Elle est très fréquente. Quel est le meilleur examen justement pour démasquer cette dysfonction diastolique qui est très avec l'HTAP qui est la complication la plus redouteuse? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça revient à une question de Dalila qui devient chèvre quand elle fait de l'écho et qu'elle se retrouve avec des patients obèses chez lesquels on a du mal à faire un diagnostic d'FPF. Moi, je pense que dans ce cadre-là, avant d'amener les patients au KT, je suis un peu
enfin, je veux dire les choses autrement. On a maintenant, il y a un article du groupe de Greg Lewis qui vient d'être publié dans Circulation Heart Failure. C'est une lettre à l'éditeur. Churchill, c'est le premier auteur. Ils ont appliqué les 2 scores de prédiction. Alors, ce n'est pas la population sclérodermique, mais ça s'y rapproche quand même. Le score de prédiction H2FPF et le score de prédiction de la Heart Failure Association, de la Société européenne de cardio, basé sur les données échocardiographiques dans leur population de patients avec des insuffisances cardiaques à FEVG préservées. Comme vous vous en doutez, ils ont une grosse proportion d'obèses chez lesquels l'accessibilité écho est un véritable problème. En fait, ils se sont rendus compte que la spécificité et la sensibilité de ces évaluations pré-test ne dépassent pas 70%. Et donc, vous allez orienter, donc vous avez des faux négatifs et vous allez avoir des faux positifs. Donc, vous allez avoir des éléments d'orientation en utilisant les données écho qu'on connaît bien, le rapport E sur E', le flux dans les veines pulmonaires quand on peut l'obtenir, la dimension, la surface ou le volume, encore mieux, le volume indexé de l'oreillette gauche. Ça, ce sont des éléments qui vont vous aider sur base d'une analyse de repos à augmenter votre suspicion de dysfonction diastolique. Ce ne sera probablement pas suffisant et le test qui est quand même de plus en plus recommandé, c'est l'écho d'effort. À l'écho d'effort, vous allez pouvoir mesurer la dimension de l'oreillette gauche, vous allez pouvoir détecter l'apparition d'une régurgitation de la valvule mitrale, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses qui vont augmenter encore votre probabilité diagnostique et dans le même temps mesurer l'augmentation de pression du côté droit. Donc vous allez pouvoir affiner un peu votre diagnostic différentiel. Je pense que ça, c'est un test principalement chez les sclérodermiques, mais aussi dans la population générale, qui va vous permettre d'augmenter votre probabilité de FPF, de syndrome de FPF et ou d'atteinte diastolique dans le cadre de la sclérodermie. Je n'aime pas trop parler de FPF dans la sclérodermie, puisque le diagnostic de FPF, pour moi, c'est en l'absence d'une pathologie cardiaque respiratoire ou systémique connue. Dans la sclérodermie, on peut parler d'un cœur sclérodermique, on peut parler d'une cardiomyopathie sclérodermique, il y a des manifestations et une physiologie qui est tout à fait particulière. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que l'effort, c'est le test d'effort couplé à l'écho, c'est probablement ce qui reviendra le plus comme dans un niveau de recommandation qui serait élevé pour la différence, pour le diagnostic différentiel. Merci beaucoup. On ne va pas abuser de la gentillesse de notre invité. Hein. Moi, j'ai toute la soirée. Hein. Il est fatigué. J'ai juste un match de foot à 21h, c'est tout. Ah Ben, ouais, on espère se revoir en Algérie. Hein. J'espère. On est vraiment. Il y a une question de Bilal. Bilal, tu peux poser ta question, vas-y. Jamal, vas-y, Jamal. Pose ta question. Tu as levé la main, vas-y. Vas-y, pose ta question. Ouvre ton micro. Bonjour. Donc ma question, c'est par rapport aux indices de fonction longitudinale, notamment le TAT et le strain VD. Est-ce qu'en rapportant ces indices à la PAPS, qu'on fait beaucoup d'écolabs, avec un cut-off de 0,35, on peut pallier à cette dépendance de charge de ces indices? Beaucoup d'écoles parlent d'intérêt pronostic de ces paramètres. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Oui, la réponse est en grande partie oui. L'avantage de cette… alors, évidemment, l'effet précharge sera le même sur le TAPS et sur la PAPS, mais le rapport lui-même, de façon assez curieuse et très systématique, semble être relativement indépendant de la précharge. C'est-à-dire que c'est un indice qui va vous donner finalement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Il n'y a aucun doute que cet indice de couplage a un rôle pronostique. C'est un indice qui est extrêmement simple à mesurer, qui permet de nous affranchir d'une partie des complications et de la complexité de l'analyse. Il y a maintenant pas mal d'investigateurs qui s'intéressent à l'introduction du strain dans une équation peut-être un petit peu plus large qui permettrait d'avoir la fonction longitudinale, la vélocité intramyocardique et la mesure de pression.
finalement, tout ceci revient pratiquement au même, puisque ce qu'on aura, c'est un indice de fonction systolique d'un côté et un indice de la fonction vasculaire systolique de l'autre. Et de façon assez reproductible, il y a beaucoup de travaux, je pense en particulier à l'équipe d'Ardi Gofrani, Tollé et collaborateurs, Kodr Tollé, qui sont beaucoup intéressés à ce couplage et qui montrent que quand on fait l'analyse TAPS sur PAPS chez des sujets, alors on parlait des sclérodermiques, mais aussi des sujets qui ont de l'HTAP, on a des modifications directionnelles qui sont validées par le gold standard, qui est la relation, la boucle pression-volume. Donc, c'est un indice qui est assez simple, mais qui peut être utilisé en clinique et qui sera probablement, on l'espère, recommandé par les sociétés savantes. Au-delà du TAPS, l'avantage, c'est vraiment de réfléchir couplage ventriculo-artériel. Et dans ce cadre-là, effectivement, ce rapport peut être utile et peut s'affranchir des difficultés de la dépendance de la précharge. Merci. Peut-être que je vais vous poser une question. À l'échographie, il y a une chose qui nous dérange souvent pour l'évaluation des signes indirects, quelle que soit la pathologie, en fait, c'est la fibrillation auriculaire. Elle n'est pas rare dans l'hypertension pulmonaire. Et bon, vraiment, c'était un casse-tête pour l'évaluation. Quels seront vos conseils aux jeunes et aux moins jeunes? Comment doit-on s'y prendre devant une fibrillation auriculaire? Parce que tous ces signes perdent un peu de leur sensibilité, de leur spécificité. Oui. Quelle est votre attitude pratique? C'est très juste, et c'est vrai pour absolument tous les indices, tous les indices, que ce soit les indices de strain, l'estimation des pressions, l'analyse du flux. Malheureusement, c'est un des problèmes auxquels on est effectivement confronté. Je pense que ma réflexion a toujours été un peu semblable à la réflexion que j'ai quand on est au cathétérisme cardiaque, au labo d'hémodynamique. C'est de moyenner les mesures, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'avoir 1, 2, 3, 4 battements, mais par exemple au KT, on utilisera 8 battements pour moyenner les valeurs. Je pense qu'à l'écho, ça doit être la même chose. Il faut passer un peu plus de temps de collecte de données pour avoir une valeur moyenne. C'est malheureusement la seule technique que je connaisse. Quand vous avez une fréquence cardiaque en arythmie en dessous de 90 battements par minute, vous allez vous en sortir. Là où ça va être malheureusement pour les jeunes comme pour les moins jeunes beaucoup plus compliqué, c'est quand vous avez des fréquences cardiaques qui dépassent les 100 battements par minute en arythmie. Vous allez avoir des salves d'arythmie de 4-5 complexes, puis des repos compensatoires. Et là, l'hémodynamique va être naturellement complètement modifiée, qu'elle soit invasive ou non invasive. Et donc, en augmentant le nombre d'observations et en moyennant ces observations, vous allez réduire votre marge d'erreur. Mais vous allez avoir une marge d'erreur qui sera malheureusement toujours incompressible. Alors, je dirais que c'est finalement peut-être pas si grave que ça. Quand vous êtes dans une démarche de diagnostic différentiel, la présence d'une fibrillation auriculaire vous donne déjà une indication très forte que le malade auquel vous avez affaire a plutôt une forme post-capillaire d'hypertension pulmonaire. C'est presque la signature d'une forme post-capillaire et vous allez rechercher des anomalies valvulaires, vous allez rechercher d'autres indices qui vont vous détourner un peu du cœur droit et plutôt vous orienter sur le cœur gauche. Donc pour le diagnostic différentiel, c'est peut-être moins un problème. Là où ça devient un problème, c'est si vous voulez utiliser vos indices de fonction diastolique d'ailleurs, gauche ou droit, dans une évaluation pronostique chez quelqu'un qui est en fibrillation auriculaire. Et là, malheureusement, les données de la littérature montrent qu'il n'y a pas de salut au-delà de la répétition des mesures. Malheureusement, on est confronté à ça, et vous avez tout à fait raison. Pour la fonction droite, on perd de la sensibilité et on perd de la spécificité. Néanmoins, de nouveau, quand vous répétez les mesures, vous pouvez avoir une approche qui est une approche un peu plus précise. Il y a même dans la fonction ventriculaire droite, en fibrillation auriculaire, on a montré que chez les sujets, même chez des sujets normaux, en fibrillation auriculaire, vous avez un découplage ventriculo-artériel et qui est dépendant de la fréquence cardiaque. Donc et c'est probablement ce qui explique d'ailleurs l'apparition des tachycardiomyopathies, indépendamment de l'épuisement des fibres myocardiques, c'est ce découplage ventriculo-artériel qui petit à petit fait des failles au ventricule. Malheureusement, il n'y a pas d'autre truc que la patience et la répétition des mesures et le moyen âge dans le temps sur plusieurs cycles. Mais
comme le disait, je crois que c'était Dalila, comme elle nous le disait, ça nous renchèvre malheureusement de devoir faire ces mesures chez des patients en fibrillation. Et merci beaucoup. Donc là, il est 19h30 presque, hein. On ne va pas abuser de votre gentillesse. Vous supportez quelle équipe de foot? Le Paris Saint-Germain. Ah, le PSG. Depuis 1972. Donc, je ne suis pas des supporters de l'ère qatari. Je suis supporter depuis que je suis tout petit. Merci, merci. Donc, avant de terminer, j'aimerais remercier tout d'abord nos amis d'Erasme qui nous ont fait l'honneur donc d'assister et à leur tête, Monsieur Jean-Luc Baccheri. Sans oublier Sarah qui est derrière donc un petit peu ces initiatives, hein. C'est un peu c'est elle qui est derrière toutes ces initiatives, en espérant que ça va pas s'arrêter et on espère vous voir encore durant l'année par peut-être une autre conférence, une ou deux conférences, hein. Ça serait Avec très plaisir. intéressant. Et je vous laisse le mot de la fin, hein. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, mais c'est à mon tour vraiment de vous remercier. Notre métier, c'est avant tout de la transmission et du partage d'expériences. Et à toute chose, malheur est bon. Cette ère Covid a finalement stimulé ces échanges comme ceux que vous avez mis sur pied avec l'aide de Sarah. Merci beaucoup, Sarah. On a beaucoup apprécié que ton séjour en Belgique. On est content que tu sois retourné à la maison, mais en même temps un peu triste que tu sois parti. Mais vous voyez que ça permet de continuer à maintenir le lien entre nos pays et nos institutions. Et je suis très, très heureux et très honoré de pouvoir perpétuer ce lien et je serai ravi d'être de nouveau avec vous dans le courant de l'année pour un autre sujet. Et je vous remercie encore d'avoir été patiente et patient pendant 1h30 à m'écouter délirer sur ce sujet qui me tient à cœur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.